comme dit Claire, on va parler d'Uber, mais c'est pas d'Uber gastronomique dont on va parler là, c'est Uber. Uber, la plateforme digitale que vous utilisez peut-être régulièrement. Alors, information importante, on va donner des détails quand même parce que c'est sérieux. C'est une décision de la Cour de justice des communautés européennes. Uber se cachait un peu derrière son statut de plateforme digitale pour dire nous on paye pas d'impôts, on va pas salarier les gens, on est à part. Et puis finalement donc la Cour de justice des communautés européennes a décidé que c'était pas le cas. Donc tu vas nous expliquer tout ça. Ce sera le premier espace d'échange, de dialogue dans cette deuxième heure de Radio Brunet. Je vais accueillir Denis Jacquet, Pascal Wilder et Laurent Lannes qui est journaliste. Ils ont écrit des bouquins où ils sont engagés dans les questions de mobilité. Pascal Wilder, c'est le secrétaire général de la Fédération nationale des taxis indépendants, par exemple. Donc je dois savoir ce qu'il en pense. Et puis vous me dites, vous, 3216, vous utilisez Uber. Il s'agit pas de mettre une croix sur la plateforme. Évidemment, on en a besoin. Évidemment, c'est utile. Ça a donné un petit coup de boost au marché de la mobilité. Mais bon, voilà, il faut que les règles de concurrence, c'est mon avis en tout cas, soient respectées. On ira ensuite donner 3 minutes de gloire, comme chaque jour, à Jean-Luc Pruvot. Alors dis-nous 2 mots quand même, Claire. Alors Jean-Luc Pruvot, il vient de mettre en place le label Faire France pour les agriculteurs. Son but, c'est qu'enfin les agriculteurs aient une rémunération décente pour leur travail. Eh bien, il sera vraiment le bienvenu parce que c'est profondément ma conviction. Quand il n'y a plus de récompense du producteur, c'est une loi d'airain de l'économie, il n'y a plus de production. Donc si vous voulez continuer à consommer du lait français, c'est très bien, il faut soutenir ce type d'initiative. Alors dans un petit instant, donc, nous parlons de cette plateforme connue de tous, Uber. Uber, oui, alors vous allez voir que le modèle économique va peut-être changer parce que la décision de la Cour de justice des communautés européennes fait d'Uber un acteur de la mobilité et non pas seulement une plateforme digitale. C'est donc une grande victoire aujourd'hui pour les taxis et au niveau européen. La justice européenne a tranché. Uber est bien une entreprise de transport, au même titre qu'une compagnie de taxi. Cette décision dit clairement que les règles du jeu sont les mêmes pour tous en matière de transport. Uber est donc menacé à Londres, interdit en Italie, au Danemark, en Argentine et dans certaines grandes villes allemandes. Et puis, l'entreprise se trouve sous le coup de procès intentés par des salariés qui veulent un contrat de travail. Ces conducteurs barcelonais sont les premiers à avoir dénoncé une concurrence déloyale et à porter plainte en 2014. Je suis très content. Nous avons obtenu une grande victoire. Nous avons réussi à mettre à genoux Uber, une compagnie multinationale. Voilà, moi j'approuve cette décision de justice. Je pense qu'Uber, comme d'autres, doit payer des impôts. Alors je ne suis pas pour le fiscalisme, je le répète assez régulièrement, mais je voudrais qu'on respecte quand même quelques règles sociales, les règles sociales des pays européens, et je voudrais aussi que la compétition, la concurrence économique, si vous voulez, soit transparente et équitable. Donc c'est un premier revers pour Uber, Claire, et c'est quand même un revers significatif. Oui, on peut parler même de véritables coups de tonnerre pour Uber qui a cumulé les conflits et les polémiques d'ailleurs depuis son arrivée en France, notamment arrivée en France en 2009. La Cour de justice donc de l'Union européenne a estimé que Uber relevait bel et bien du domaine des transports et non d'un simple service numérique. Décision rendue mercredi dernier suite à une plainte émanant de taxis espagnols. Alors concrètement, cela signifie pour la célèbre plateforme de mise en relation entre clients et chauffeurs que le service peut être soumis aux mêmes réglementations que celles qui sont imposées aux taxis. Les juges ont suivi en fait les réquisitions de l'avocat général. Il avait demandé qu'Uber doive disposer de licences, d'agréments régis par le droit national des pays où est installée la plateforme. Et d'ailleurs, cette décision a été saluée par la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Elle conforte la détermination du gouvernement à mettre en œuvre, dit-elle, une régulation d'activité de VTC en faveur de la sécurité des clients, des conditions de travail, des chauffeurs et d'une concurrence loyale entre acteurs. Et puis, vous le disiez Pascal, c'est un important revers pour Uber. Un de plus, j'allais dire. En septembre dernier, par exemple, l'autorité des transports de Londres décidait de ne pas renouveler son autorisation accordée à Uber pour faire circuler ses chauffeurs. Bien, le brunémétrie du jour, Émilie. Oui, alors pour le deuxième brunémétrie, Pascal. C'est Radio Brunet deuxième, là, tu es au courant. Et 14h10, hein. Vas-y, ma poule. Tu approuves la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Uber doit payer des impôts et respecter les règles sociales
française. Eh bien, pour les premières tendances, vous êtes 90% à approuver la décision de justice pour Uber. Merci, ne rougis pas. Fabien, bonjour. Fabien est chauffeur VTC, il m'appelle de l'Hérault. Bonjour. Bonjour. Alors, votre point de vue, Fabien, est-ce que vous êtes comme moi assez satisfait de cette décision ? Moi, je trouve que ça met les choses au clair. Voilà. Moi, je suis très satisfait de cette décision. Parce que ça va faire 8 ans que je suis VTC. Moi, j'ai monté ma propre société. J'ai jamais travaillé avec Uber et je veux surtout pas travailler avec eux. Parce que pour moi, ils nous ont plus mis en conflit avec les taxis. C'est eux qui ont créé des vrais conflits. Et les gens nous confondent les VTC comme moi qui ont une société avec Uber, quoi. Combien j'ai de clients qui me disent vous êtes Uber ? Non. Alors vous êtes VTC, vous n'êtes pas taxi, pour que les choses soient bien claires, mais vous payez des cotisations sociales en France, vous payez des impôts en France, et vous répondez à un minimum de réglementation. Ah oui, moi j'ai une société qui est une SAS, je paye l'URSSAF, je paye les taxes pour je me plie à toutes les réglementations qui nous sont imposées en tant que VTC, que ça soit pour nos véhicules, que ça soit pour nos délais, des choses comme ça. Donc et Uber, eux ils arrivaient et puis ils prenaient tout. Et après, à tous les coups, ça crée des conflits avec les taxis, avec tout le monde. Bon, alors attendez Fabien, restez avec moi. J'ai à côté de moi Denis Jacquet, qui est le président fondateur de Parrainer la Croissance, qui co-préside, alors on va dire que c'est un des fondateurs aussi, un observatoire de l'ubérisation. Et surtout, vous pourriez vous offrir ça pour la fin d'année, mon cher Fabien. Il a publié Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien. C'est aux éditions Duno. Est-ce que cette décision, d'abord pour moi, elle était attendue ? Ça paraît assez logique. Ça change quand même un peu le modèle de Uber, ça. Alors, en fait, on considère que maintenant c'est une société de transport et non plus une plateforme électronique. Maintenant, à partir de là, quelle va être la traduction que le politique va en faire dans chacun des États ? On en a aucune espèce d'idée préconçue. Est-ce que tout à coup il va dire écoutez, vous êtes maintenant tous salariés du jour au lendemain, ce qui est tout à fait impossible, mais il pourrait le dire. Est-ce que tout à coup vous allez avoir une licence à payer, il pourrait le dire. Enfin, en réalité c'est une décision qui n'en est pas une. C'est-à-dire, elle dit c'est une boîte de transport, donc elle la qualifie, donc maintenant on sait quel objet on a en face de nous, et puis c'est pas Uber, c'est chauffeur privé, c'est le câble, c'est toutes les boîtes. On a une plateforme, cette plateforme n'est pas juste un truc de mise en relation électronique, c'est une boîte de transport. Donc c'est ça dont c'est maintenant, on n'en sait pas plus. Mais alors, je comprends parfaitement, je partage aussi, mais dans mon esprit, Uber se cachait un peu derrière son statut de plateforme digitale, parce que la plateforme digitale, elle peut être logée n'importe où dans le monde, il y a pas de lien avec le territoire, et donc elle peut arriver ici en Europe, elle va prendre du pouvoir d'achat aux uns et aux autres, offrir un service, bien sûr, mais affronter des concurrents qui sont là depuis longtemps, pas toujours formidablement vertueux, il faut l'admettre, mais sans payer de cotisations sociales, sans payer d'impôts, et ça, c'était pas normal. Ce monde-là, c'est fini. Oui ou non ? Éventuellement fini, on ne sait pas. Il y a vraiment beaucoup de sujets. Cette décision européenne, elle ne dit juste qu'une chose, c'est ils peuvent pas se réfugier déjà dans le statut de je suis. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Qu'est-ce qu'ils vont décider ? C'est-à-dire quand on voit bien le problème entre les lotis qui agite beaucoup le débat en ce moment, de savoir s'ils vont pouvoir ou non passer leur examen, se mettre en conformité et devenir VTC. Alors les lotis, c'est ces fameux chauffeurs qui ne sont pas des VTC parce qu'ils n'ont pas passé le même examen, donc qui pouvaient jusqu'à la loi Grand Guillaume peut transporter mais au moins 2 personnes et qui maintenant n'ont plus le droit, sauf dans les communes de moins de 100 000 personnes, etc. On a les lotis, on a les VTC, on a les chauffeurs de taxi. Bon, on a juste devant nous le maquis invraisemblable que la France s'est tellement bien créé de trucs totalement, excusez-moi du terme, c'est les vacances invitables, parce que je trouve pas d'autres termes, mais à un moment donné, mais qui se reconnaît là-dedans ? Alors ce qui est très drôle, c'est que moi je suis loti. Alors je suis notamment bien loti parce que finalement j'ai le droit de transporter plus de 2 personnes, mais j'ai des examens qui sont plus faibles à passer. Donc ça veut dire qu'en fait, si on veut vraiment moquer le truc, j'ai le droit de tuer plus de monde avec moins de diplômes. Bon. Donc après on leur dit non, ça c'est pas bien, il faut être VTC, il faut passer un autre examen un petit peu plus compliqué. Et puis si VTC, s'ils veulent être taxi, il faut vraiment la licence VTC. Mais quel est le sens de tout ça ? C'est-à-dire que moi j'ai la sensation en tant que consommateur que quand je monte dans une voiture, donc le gars connaît les règles de sécurité, m'amène d'un point A à un point B, j'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un loti, un VTC, un taxi. Fabien, les gens qui travaillent avec vous, ils vous connaissent, non ? C'est de la clientèle, c'est des gens connus ou c'est de la clientèle de passage chez vous ?
Non, moi c'est beaucoup. J'ai une grosse clientèle de gens que je pratique toutes les semaines pour les emmener au restaurant, boîte de nuit, surtout dans ces conditions-là. Ouais, c'est surtout le retour. C'est le retour qui est plus dur. Ils sont de plus en plus feignants. Ils aiment bien qu'on les amène et qu'on les ramène. Ouais. Et après, vu que je suis sur l'Hérault, on a beaucoup de personnes pendant les vacances qui ont de la saisonnalité, bien sûr. Voilà, et pour faire les aéroports, pour faire les gares, les choses comme ça. Et moi, ce qui me gêne, c'est que, par exemple, Uber était arrivé sur Montpellier et respectait absolument pas les règles. C'est-à-dire, dites-moi comment. Pourquoi est-ce qu'ils ne respectent pas les règles ? Déjà, en faisant de la maraude. Tout simplement. Ah oui, ils vont chercher le client, ils font du racolage, quoi, on va dire les choses comme ça. Ils font de la maraude et ça c'est pas, je veux dire, moi je me suis implanté dans l'Hérault il y a 5 ans. Il a fallu, ça a été un combat avec les taxis parce qu'ils ne connaissaient pas. C'était un amalgame qui était fait. Oui. Et quand vous arrivez, Uber, ils arrivaient et on leur disait rien. Et c'est pas normal. Maintenant, moi, les réglementations, quand on vient me dire la réglementation sur les VTC, des choses comme ça, mais il en faut des réglementations. Bien sûr. On vit plus. Alors, merci en tout cas pour ce témoignage, Fabien. Moi, je suis pas non plus un chaud partisan de l'inflation législative ou réglementaire d'ailleurs, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum. Et le problème, c'est que quand on discute de ça, on discute d'un monde ancien qui a été peut-être surréglementé, surprotégé, et qu'on arrive dans un nouveau monde où il y a rien. Donc on nous dit mais vous allez imposer des taxes, des impôts à des gens qui viennent d'arriver, vous allez casser le marché. Non, je dis non. On va simplement continuer d'en parler, mais je pense simplement qu'il faut que la compétition soit équitable pour être durable et profitable pour les consommateurs. Émilie, alors, vas-y. Donc, je rappelle ton brunémétrie. Le deuxième, Pascal approuve la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Uber doit payer des impôts et respecter les règles sociales françaises. Eh bien, vous êtes 95% à approuver la décision de la Cour de justice. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais eu un score. C'est proche. C'est la dictature. Entre Poutine et Kim Jong. Tu prends un peu de Uber, toi, Claire, de temps en temps, non? Oui. Pas tellement, en fait. Moi, je prends plutôt le taxi. Bon. Oui. Bon. Écoute, moi aussi, mais de temps en temps, ça m'est arrivé. Les deux sont tout à fait pertinents dans certains cas. En tout cas, à chacun son usage. Voilà, vous continuez de m'appeler 3216. Racontez-moi vos histoires d'Uber. Dites-moi si vous avez des expériences. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ces nouvelles entreprises doivent payer des impôts comme les autres? J'attends votre avis. RMC 13h-15h, Radio Brunet. RMC 13h-15h, c'est Radio Brunet. Pascal Perry. Nous parlons de Uber, le transporteur. Décision de la Cour de justice des communautés européennes. Uber se cachait un peu derrière son statut de plateforme digitale. Vous savez ce que c'est, la plateformisation? C'est ces entreprises qui sont entre la demande, l'offre et la demande en temps réel et qui vous mettent en relation. J'aurais pu parler de Booking aussi, peut-être que d'ailleurs le problème se posera un jour pour Booking. Donc Uber se cachait derrière son statut pour ne pas payer d'impôts, pour ne pas embaucher les gens. Et là, décision de la Cour de justice qui dit vous allez être éligible aux règles du transport. Alors, je suis avec Denis Jacquet qui est spécialiste de l'ubérisation, qui me disait en substance, on ne sait pas ce qu'on aura demain d'ailleurs. On ne sait pas si demain le statut, pour le moment, c'est une décision de justice. Il n'y a encore pas de modèle construit. On va en parler avec Pascal Wilder et avec Jean-Christophe qui m'a appelé. Mais là, j'ai cette question de je t'aime. C'est pas une déclaration, les copains. C'est JEU. -d'union thème, qui me dit mais qui peut avoir la gentillesse de me dire ce que signifie le mot Uber. Alors je me tourne vers toi, Denis, parce que tu as écrit un bouquin sur le sujet. Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien chez Duno, tu dois savoir. Ouais. Alors effectivement là sur le quiz, je peux répondre. En fait, il se trouve que effectivement le fondateur est juif ashkénaze, donc d'origine polonaise, et quasiment tous ses grands-parents, arrière-grands-parents sont morts dans les camps. Et donc comme un pied de nez à l'histoire, il a décidé effectivement de reprendre cette fameuse notion de Übermensch et de Überalles pour faire un pied de nez à la période hitlérienne et dire cette fois ça sera moi. Deutschland Überalles, ça voulait dire l'Allemagne au-dessus de tout. Mais ça c'était plutôt Bismarck d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et puis Übermensch, le surhomme, c'est Nietzsche pour ceux qui l'ont lu dans le texte. Exactement. Alors Pascal Wilder est l'ancien secrétaire général de la Fédération des taxis indépendants. Bonjour Monsieur Wilder. Bonjour Pascal. Vous allez bien?
Ça va très bien. Bon, ça va encore mieux. C'est ça. Là, depuis quelques jours. Et Jean-Christophe, lui, on va lui donner la parole pour commencer parce qu'il n'est pas d'accord avec nous. Donc, on va commencer avec Jean-Christophe qui appelle du Morbihan et qui a 49 ans. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Bien, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec mon point de vue aujourd'hui qui est de me féliciter de la décision de la Cour de justice européenne ? Parce que je pense qu'Internet et tout ce qui en suit, ces plateformes, fait un peu peur et qu'on a une incompréhension. Je vais essayer d'être très basique. Aujourd'hui, tout est flicable sur Internet. Quand vous baladez sur Internet en tant qu'internaute, n'importe quel site est capable de vous dire où vous êtes allé, ce que vous avez acheté, ce que vous avez commandé, etc. Aujourd'hui, Uber est une plateforme de mise en relation entre un consommateur et un fournisseur de services, au même titre qu'Amazon, au même titre que eBay, etc. Ouais, ou il est Booking, donc très facile, ou Booking ou d'autres. Il est donc très facile. Uber gagne son argent sur quoi? Sur les commissions qu'il retire des courses. On est bien d'accord, ça fait son chiffre d'affaires. C'est sa marge nette. C'est payé par, et d'ailleurs c'est payé par les chauffeurs eux-mêmes, par ceux qui ont loué. La commission. Par la commission. En fait, il y a une commission sur le montant de la course. Donc c'est très simple pour l'État, puisqu'une course, un chauffeur appartient à un pays. La course, elle est prise depuis un point exact qui est à Paris, à Marseille, à Toulouse, pour arriver à un second point. Donc on sait où il a pris, où il a été déposé, on connaît le pays où il va en retirer X%. Donc, on vous entend très mal, Jean-Christophe. Notre conversation est un peu hachée. Enfin, votre débit. Là, ça va mieux. Oui, c'est mieux là. Oui, voilà. Donc, automatiquement, on sait combien Uber a touché de commissions dans un pays. Qu'il paye ses impôts et ses factures, et qu'il paye ses impôts. Oui, mais si c'était aussi simple, Christophe, ce serait formidable. Sauf que ces 19 €, ils sont perçus par la plateforme et partout et nulle part, si je puis dire. Vous savez, pour qu'il y ait de la fiscalité, il faut qu'il y ait un fait générateur. Je sais bien. Unité de temps et d'espace. Or là, ils vont vous dire non, on n'est pas Uber, pardon monsieur, on n'est pas ici, on n'est pas français, nous, on est en Irlande ou aux Pays-Bas ou ailleurs et on va pas payer d'impôts chez vous. C'est ce qui se passe à ce jour. C'est malheureusement le problème, mais il y a des sociétés qui sont implantées. Moi, dans notre entreprise, par exemple, qui est un groupe de loisirs et de tourisme en France, on a des sociétés dans les pays dans lesquels on exerce. Plutôt que de faire une loi sur européenne, plutôt mettre une loi sur l'obligation pour une société qui intervient sur un marché d'avoir un bureau, un siège en France ou dans chaque pays auquel il existe. C'est un problème qui se pose, je crois, Denis, avec Google, c'est l'idée d'établissement stable. La même chose. C'est-à-dire que tout le monde. Exactement la même chose. Oui. Et ça permettrait en plus, de la même façon, les chauffeurs qui étaient soumis, qui sont généralement des indépendants, des auto-entrepreneurs, peut-être d'élever le cadre d'encadrement de ces travailleurs, puisque ils travaillent. Et justement, et on le voit aujourd'hui avec l'augmentation des assurances, du cadre légal, etc. On voit les prix d'Uber qui montent. C'est parce que pour pouvoir se rendre ce service, il y a des coûts qui évolue. Et moi, je pense sincèrement que de toute façon, ça va s'équilibrer, puisqu'on arrivera au même coût de fonctionnement, au même coût de roulage, et que après, c'est un service, un accueil qui est différent, peut-être. Merci Jean-Christophe, 49 ans, dans le Morbihan à Caudan. Pascal Willer, je ne sais pas s'il y a convergence des coûts de production, mais pour le moment, dans le domaine fiscal et social, il y avait une grande inégalité entre les uns et les autres. Il y avait une totale inégalité, puisque nous, payant nos cotisations en France, payant nos impôts en France, et Uber. Alors, c'est vrai que c'était une plateforme, là, c'était requalifié, c'est très important, puisqu'il devient un transporteur, et il va être obligé, effectivement, de payer dans chaque pays ce qu'il doit payer. Et ça, à mon avis, avec les prix qu'ils pratiquent aujourd'hui c'est pas tenable, c'est ça. C'est pas tenable. Et si les chauffeurs sont requalifiés, et il y a un procès actuellement chez nous qui est au tribunal de Bobigny, il y a beaucoup de chances qu'il y ait une requalification des chauffeurs. Il va mettre la clé sous la porte parce que c'est pas ce qu'il veut. Uber, dans son esprit, lui, c'est je gagne de l'argent et je ne paye rien. Or, ça fonctionne pas comme ça dans le monde. On a besoin de se soigner, on a besoin d'avoir de l'éducation nationale, etc. Donc, il faut bien qu'il y ait de l'argent pour ça. Non, mais moi, je le répète régulièrement, les cotisations sociales, ça n'est pas de la fiscalité. Parce que la fiscalité, ça tombe dans une grande caisse et puis c'est réparti après, selon le principe de non-affectation des ressources aux charges. Là, les cotisations, c'est une contrepartie. La maladie,
la retraite, la famille, et donc vous payez quelque chose pour recevoir un service. C'est un peu du revenu différé, vous avez raison de le rappeler, Pascal Wilder. Et donc là on est face à une entreprise qui sort complètement de ce modèle qui est notre modèle d'organisation sociale. Voilà, c'est le Far West. En gros, c'est ça. Le fondateur de Uber avait dit moi je suis un cow-boy. Donc il a une position claire. Donc la décision européenne est très importante. Je pense que les entreprises qui sont en France, comme le cab ou chauffeurs privés, eux ont déjà étaient déjà bien avancés sur ça et auront moins de difficultés que Uber. On va poser Uber, effectivement, ils vont avoir de très très gros problèmes. Et puis ce qui est important, c'est que les chauffeurs, aujourd'hui, 70% des chauffeurs qui travaillent, ils sont sous la loi LOTI. Or, donc dans l'inégalité, puisque normalement ils doivent avoir 2 personnes à bord, ce qui n'est pas le cas. Et surtout, il y a énormément de chauffeurs, c'est malheureux à dire, qui sont des clandestins, qui sont même pas déclarés, qui ne payent rien, qui n'ont pas d'assurance professionnelle. Vous savez ce que coûte une RC professionnelle, c'est énorme. Nous, on la paye. Donc, si une fois tout le monde se retrouve sur un pied d'égalité à tous ces niveaux-là, et moi, je suis le premier à dire que le meilleur gagne. Alors, Pascal, restez avec nous, Monsieur Wilder. Toi qui connais un peu le paysage, là, et même dans le détail, à ton avis, comment ça mouline en ce moment chez Uber? Qu'est-ce qu'ils se disent chez Uber? Moi, je pense qu'il y a 2 choses qui sont parfois, je dis bien parfois, parce que tout ce qu'a dit Pascal Wilder est fondamentalement vrai sur la base. Il y a 2 fantasmes. Il y a celui des cotisations sociales et du statut, et puis il y a celui de la fiscalité. Bon. Alors, à chaque fois, ça n'excuse rien, mais je rappelle juste que l'une des professions qui a été le plus longtemps sur la liste noire de Bercy pour égaliser, comme par miracle, à chaque fois, ses chiffres d'affaires et ses charges, c'était les taxis, où il y avait effectivement un taux d'imposition des taxis qui était ridicule en France, parce que les gars étaient totalement d'ailleurs étouffés par une plateforme qu'ils ont eue pendant 30 ans qui s'appelle G7 et Taxi Bleu, et contre lequel j'ai jamais vu se remonter. Pourquoi? Parce que il y avait une telle collusion quasi... Allez, on va pas utiliser de grands mots, mais un peu étrange par moment, que les licences, la façon dont elles étaient affectées, achetées, revendues, faisait que tout le monde se tenait un petit peu par le truc. Et quand vous êtes cette plateforme et que vous tenez un chauffeur sur 2 pratiquement et une course sur 2 à Paris, bien évidemment, ils étaient beaucoup plus forts qu'Uber. Je me suis jamais penché sur la holding de la famille Rousselet pour savoir si éventuellement il y avait de l'évasion fiscale. J'ai pas retrouvé dans les Paradise Papers. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, voilà. Donc sur la fiscalité, il y a 2 choses. Il y a l'impôt sur les sociétés, sur lequel eux, comme tous les autres, trichent mais abondamment. Mais je veux dire, quand vous regardez Paradise Papers, c'est des boîtes de l'ancienne économie, c'est pas que des Uber qu'on y a souvent. Trichent abondamment parce que les prix de transfert qu'ils pratiquent sur leur plateforme leur permettent de diminuer leurs revenus imposables en France, et donc du coup, par miracle, elles ne payent pas d'IS. Pas d'impôt sur les sociétés. Pas d'impôt sur les sociétés. Et puis les Facebook, etc. jouent aussi sur le volume pour avoir une TVA plus faible, et notamment celle de l'Irlande. Et puis elles jouent sur le sandwich hollandais pour les dividendes, etc. Bon, ça c'est la fiscalité, mais les taxis n'ont pas été extrêmement vertueux sur le sujet non plus, mais parce que écrasés par les charges pour une profession qui gagnait peu, etc. Et puis il y a le social. De l'autre côté, un chauffeur de taxi aujourd'hui, il avait soit son cabis, soit il était indépendant, mais il n'a jamais été salarié de G7 non plus. Donc je veux dire, aujourd'hui les chauffeurs, effectivement, il y a de la triche, il y a des lotis, etc. Parce que aussi on s'est tellement complexifié la loi que personne n'arrive à là. Mais à un moment donné, ces gens-là payent des charges sociales et ils les payent en France. David, bonjour. Bonjour David. Oui, bonjour. Vous êtes taxi, votre histoire est intéressante parce que vous êtes passé du VTC au taxi, c'est ça? Oui, exactement. Exactement. Ça va faire 2 mois que je suis passé côté taxi. Bon, et ça va mieux, vous vous sentez mieux depuis 2 mois? On va dire que je me sens plus protégé? Plus protégé, plus en règle en fait. Vous voyez, c'est vraiment, j'ai le droit de charger les clients dans la zone, dans des zones où j'ai le droit, alors que voilà, en VTC, on est toujours à l'affût d'un contrôle ou... On vit l'esprit peu tranquille. Oui, c'est plus par peur que par envie, en fait. Voilà, exactement. Par exemple, au niveau des aéroports, moi, en tant que taxi, j'ai le droit de rester à l'aéroport. Un VTC, normalement, il n'a pas le droit. Ah bon? Vous me l'apprenez, tiens, parce que quand je sors d'Orly assez régulièrement, toute une armée de gens là qui ne se gênent pas beaucoup pour vous demander si vous voulez un taxi, qu'ils sont pas, à l'évidence. Exactement. Ou vous regardez, par exemple, juste le parking, la station-service Abia. C'est devenu un parking VTC qui attend les courses. Normalement, on n'a pas le droit. Le VTC,
Je le rappelle, normalement, c'était un service sur réservation. Dites-moi, à titre de curiosité, David, combien laissiez-vous à Uber à l'époque 25%. Ah, 25%. Donc 25%. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait une belle taux que pratiquer chauffeur privé déjà. Sachant que on a après l'entretien du véhicule à notre charge, le véhicule à notre charge, l'assurance de transport à notre charge, l'essence, on a toutes les charges. Et Uber nous prend, Uber, chauffeur privé, le cab, nous prend entre 20 et 25%. 22% pour chauffeur privé. Alors bon, merci David pour ce témoignage. Vous m'appeliez de l'email Brévannes dans le Val-de-Marne. Donc David, il est taxi dans la région parisienne. Pascal Wilder, les choses s'arrangent un peu pour vous, mais au fond, je pense aussi, et je voudrais vous le dire, que l'arrivée de nouveaux acteurs vous a un peu aiguillonné, parce que ça ronflait durement quand même dans ce métier. Oui, mais en même temps, on peut parler des plateformes, mais la première application qui a été mise en place, c'est la G7 à Paris. Avant Uber, elle existait. Le problème, c'est que nous, on n'a pas été capable, je parle de la G7, mais même nous, on va mettre en général au taxi, on n'est pas capable de se vendre. On n'est pas capable de faire de la pub pour se vendre parce que ça coûte énormément cher. C'est là-dessus qu'on s'est fait surclasser par Uber, qui aujourd'hui est en perte financière énorme parce qu'aujourd'hui, ils perdent de l'argent. Il n'y a rien. Bien sûr, ils sont au bord du dépôt de bilan depuis des années déjà. Je crois qu'ils ont dans les 7 milliards de dollars de dette. Donc, je suis pas inquiet. Pascal, je suis pas inquiet. Vous ne spéculez pas là-dessus parce que, à mon avis, ils ont un modèle qui tient la route. Vous savez, la plateformisation de l'économie, c'est quand même une tendance forte. Ils ont des actionnaires qui vont en mettre au pot. Ne vous inquiétez pas. Les plateformes numériques, mais c'est très très bien. Au contraire, c'est un vrai progrès pour tout le monde. Mais il ne faut pas confondre les plateformes et l'ubérisation, c'est-à-dire je ne paye rien. Parce que c'est ça qu'on parle d'ubérisation, c'est je ne paye rien. Oui. Merci beaucoup Pascal Wilder. C'était l'ancien secrétaire général de la Fédération. Bonne journée des taxis indépendants. On reste ensemble. Denis, tu nous fais un petit point brunémétrie. Émilie, s'il te plaît. Eh bien, c'est un plébiscite puisque vous êtes 90% à penser qu'Uber... on a perdu 5 points. Perdu 5 points, vous êtes toujours à 90% quand même. Mais donc, 95, je trouvais que ça sonnait bien, j'aimais bien. Mais certains présidents qui sont contents. C'est pas terminé. Donc continuez à voter, rendez-vous sur rmc.fr, sur les réseaux sociaux ou envoyez oui ou non par SMS ou 6 10 70. À tout de suite les amis sur RMC. RMC 13h-15h, Radio Brunet. RMC, 13h-15h, c'est Radio Brunet. Pascal Perry. Et toute la petite équipe de Radio Brunet, avec Claire, avec Émilie, notre invité Denis Jacquet, pour parler d'Uber. Moi, j'approuve la décision de la Cour de justice des communautés européennes. Uber n'est pas une plateforme digitale, ou ne sera pas considérée uniquement comme une plateforme digitale, mais comme un acteur de la mobilité, et devra donc se mettre en conformité avec les règles sociales, fiscales. C'est ce que ça veut dire. Alors, vous êtes nombreux à voter, à donner votre point de vue. J'ai Fabien qui m'appelle des Bouches-du-Rhône. Bonjour Fabien. Bonjour. Vous êtes chauffeur VTC, alors, dites-moi. Oui, j'ai fait les deux, moi, j'ai fait taxi et VTC. Ouais. Moi je suis d'accord pour qu'ils payent des impôts, mais le gros problème qu'on a sur les chauffeurs, d'ailleurs, s'il y a des représentants VTC le diront, c'est que beaucoup de chauffeurs sont même pas déclarés comme chauffeurs. Ils sont déclarés comme jardiniers, ce que vous voulez, mais même pas comme chauffeurs. Ils travaillent pour des sociétés, sont basées à l'étranger, et ils sont déclarés comme jardiniers, comme, plombiers, tout ce qui n'a pas besoin de carte professionnelle. Ils roulent dans des véhicules qui sont même pas conformes au VTC, c'est-à-dire la taille, la puissance, tout ça. Ils roulent sans macaron pour identifier que ce soit un VTC ou un capacitaire. Et le problème qu'il y a, c'est que ces gens-là ne se font contrôler quand ils sont sur les gares ou les aéroports, par les BOER, la répression des fraudes, l'URSSAF, en régional, ils font le groupe, quand ils sont tous les trois, donc ils sont tous les trois à attendre. Et j'ai discuté beaucoup avec des gens de la répression des fraudes et de l'URSSAF qui me disaient qu'il y avait justement ce style de magouille. Donc payer des impôts, d'accord, mais s'ils ne sont pas déclarés comme chauffeurs. Ouais, non, mais ça, c'est autre chose. Ouais. Voilà. Ok, va bien. D'accord. Et comme ces sociétés-là sont basées à l'étranger, style de l'autre côté de la Méditerranée, donc en Algérie, Maroc, Tunisie, tout ce que vous voulez, ça fait que les paiements se font par les Pays-Bas, directement sur des comptes à l'étranger, donc ça transite même pas en France. Ouais. Donc, pour contrôler ça, ça va être
Ah ben c'est déjà compliqué. Tout à l'heure, merci Fabien. En tout cas, tout à l'heure, Denis évoquait le double sandwich hollandais. L'argent passe en Irlande, traverse pour aller jusqu'aux Pays-Bas, revient en Irlande et termine aux Bermudes. C'est à peu près ça. Hein. Oui, c'est un circuit assez fréquent. Le double sandwich hollandais, je vous le recommande pas quand même. Bonjour Elmi, vous êtes chauffeur VTC et vous êtes secrétaire général du syndicat FO. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette décision de la Cour de justice? Est-ce que ça éclaircit les choses pour vous? Oui, c'est considérablement une victoire, en fait, pour nous, parce que ça fait quasiment 3 ans qu'on dénonce, en fait, cette pratique de salariat déguisé. Comme beaucoup le savent, les chauffeurs ne sont pas salariés de Uber, ils sont des indépendants, mais ils ne décident pas, en fait, de la tarification de leur propre entreprise, ce qui est quand même assez surprenant. Comme vous l'avez bien rappelé, donc c'est normalement une plateforme de mise en relation. Donc en principe, elle ne décide pas du tarif. Il y a des plateformes comme Booking, Airbnb ou autres qui ne décident pas du tarif. Qui quoi? J'ai pas bien compris. Qui mettent simplement en relation, et c'est le professionnel. Ils font un peu plus que ça quand même, Booking, parce qu'ils font des recommandations de prix. Dans le petit logiciel de Booking, il y a une étude concurrentielle. Vous êtes l'hôtel Bellevue, par exemple, je ne sais où. Eh bien, on étudie ce qu'il y a dans votre zone de chalandise et Booking vous envoie des recommandations en fonction des taux d'occupation et de la politique de prix qui est menée par vos concurrents. Mais c'est des recommandations. Vous avez raison. Exactement. C'est rien d'autre. Alors, nous, ce qu'on défend, effectivement, c'est que le indépendant soit réellement indépendant ou bien qu'il soit salarié. S'ils ne peuvent pas décider de quoi que ce soit, eh ben, ils n'ont qu'à les salariés. Ils paieront donc justement des charges sociales, fiscales en France. Et là, tout le monde sera logé à la même enseigne. Parce qu'entre-temps, il y a des indépendants qui meurent et des taxis qui meurent. Et au final, tout l'argent va aux Bahamas et ne profite même pas à la société française. C'est vrai que c'est de l'évasion de revenus. Nous, ce qu'on a demandé à Madame Borne, en fait, il y a à peu près 2 semaines. Ministre des Transports, la ministre des Transports qu'on a rencontré, c'est qu'elle fasse preuve d'un peu plus de fermeté, parce que ça fait quasiment 3 ans qu'on dénonce de nombreuses failles au niveau de ce système. Il détourne énormément de lois. On a parlé de la maraude, on a parlé de la location de licence. Il y a plein de dossiers qu'on a déposés sur les différents ministères, mais qui n'ont jamais été traités. Donc on se demande en fait, est-ce que c'est du laxisme, est-ce que c'est de la bienveillance, est-ce qu'il les menace par rapport à de la perte d'emploi, sachant que ce ne sont pas des réels emplois. Donc nous, ce qu'on a demandé, c'est quand même du boulot. Ça, il faut le reconnaître quand même. Elmi, c'est du boulot. Moi, je trouve que non, mais oui, mais en même temps, je comprends. Attendez, je voudrais pas partager votre sort parce que je sais que c'est compliqué de rester 11 heures par jour dans une voiture, de travailler 6 jours sur 7, quand c'est pas 7, pour gagner 1 200 € par mois. Mais en même temps, je veux dire, oui, si on veut être sérieux, il faut qu'on dise les choses clairement et rationnellement. Ça a donné du boulot à des gens qui n'en avaient pas. Ça a transféré du boulot à des gens qui en avaient, à d'autres gens qui le font pour moins cher. C'est une autre version. Ok, d'accord, Elmi. Merci en tout cas. Bon, vous êtes syndicaliste, hein, vous défendez les chauffeurs de VTC pour le syndicat Force Ouvrière. Il a un peu raison quand même, Elmi. Là. Ah oui, en fait, nous ce qu'on a voulu faire en faisant l'observatoire de l'ubérisation, c'était d'abord. On est victime d'avoir utilisé ce mot qui était un mot générique, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe avec le digital, le numérique et l'impact qu'il a sur la société. Moi, dans notre champ de travail, le taxi VTC, c'est 1 milliardième de ce qu'on travaille. Donc, la grande question tout en haut qu'on peut poser, c'est est-ce que la plateformisation de la société, je parle plus de VTC Uber, est-ce que ça crée de la valeur ou ça ne fait que la capter et l'appauvrir? Ça, c'est une question qu'il faut vraiment trancher. Parce qu'il y a des professions où se passe fantastiquement bien, d'autres, effectivement, on le voit sur les livreurs et les chauffeurs où c'est plus contestable. Sur les chauffeurs-livreurs, moi, je pense que c'est plus un problème de réglementation qui rend les choses tellement compliquées que tout le monde se bat sur son bras carré. Et le vrai scandale social, c'est sur les livreurs. Et là, il y a pas de doute. Quelqu'un qui livre en 2 heures. Tu veux dire du Uber Eats, c'est ça? Oui, non, plutôt de l'Amazon, en fait. De l'Amazon, d'accord. Avec tous ces gens qu'on est parfois en disant c'est fantastique, j'ai pris Amazon Premium, je paye pas cher et c'est livré rapidement. Tu payes pas, d'ailleurs, il y en a pas un qui réfléchit en se disant mais ce bien dont j'ai vraiment pas besoin dans 2 heures, ce type qui me l'apporte au risque de sa vie à 7,50 $. Là, je pense qu'on devrait d'abord se poser la question sur les livreurs et tout le reste après est à peu près traitable. La deuxième question ensuite, c'est que, contrairement à ce que disait Elmi, la majorité n'est pas un transfert. La majorité sont des chômeurs. Ce sont de nouveaux emplois. C'est de nouveaux emplois, ce sont des chômeurs de longue durée, que ça soit à New York, que ça soit à Londres, que ce soit à Paris. Entre 48 et 62% des gens qui ont pris cette activité étaient au chômage auparavant. Ce qui signifie que
on perd d'un côté de la fiscalité, ça c'est très clair, il faut pas mais bon, Bernard Tapie vous racontera l'histoire des Bermudes et du Crédit Lyonnais, ça date pas du beurre. Bon, mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le statut social, vous soyez loti, que vous soyez VTC, que vous soyez taxi, que vous soyez G7, indépendant ou Uber, vous payez vos charges sociales. Et finalement, la péréquation globale entre des gens qui sont plus au chômage et donc à la charge des contribuables qui sont actifs et qui sont dans un statut d'activité, coûte moins cher à la collectivité. Donc, je crois que pour l'instant, on n'a pas encore étudié le bénéfice total. Après la question, mais il est peut-être un peu tôt. Voilà, il est un peu tôt. Par contre, ce qu'on sait, c'est que des boîtes comme Uber et autres n'ont pas pour objectif de créer des emplois ad vitam aeternam et rêvent d'être les rois du logiciel du transport autonome et en aucun cas d'avoir des chauffeurs. Donc, le meilleur conseil qu'on peut donner aux chauffeurs, c'est pas trop de se battre sur ces-là, c'est surtout de préparer leur avenir et de se dire que dans 5 ans, 8 ans ou 10 ans, il va falloir d'urgence qu'ils pensent à un autre emploi. Il y a quand même un petit peu de prédation dans tout ça et je le dis en accueillant Laurent Lannes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous avez publié Uber, la prédation en bande organisée. C'est aux éditions le Tiers-Livre. C'est un bouquin de 2015. La prédation, c'est venir se mettre entre l'offre et la demande. Essayer d'organiser les relations entre les deux, le faire si possible d'un observatoire qui est défiscalisé et désocialisé. C'est vrai que la nouvelle économie, elle apporte aussi des choses. On le disait avec Denis Jacquet à l'instant, ça a permis à beaucoup de gens de trouver un boulot, un premier boulot dans la vie, qui sera peut-être pas le travail qu'ils feront toute leur vie. Mais il y a aussi quand même un prix à payer à tout ça. Laurent Lannes, pardon. Alors oui, au sens littéral, le prédateur, c'est l'animal qui se nourrit de proies, et en l'occurrence, s'agissant d'Uber, les proies à l'origine, c'était les taxis. Il y a, si vous voulez, aujourd'hui, avec la décision de la Cour de justice européenne, une conséquence qui va être très importante, parce que jusqu'à maintenant, Uber a toujours relevé des règles relatives à la libre prestation de services liés aux nouvelles technologies de l'information. Et demain, elle se retrouve en tant qu'opérateur de transport, elle sera donc soumise au même à une réglementation. Un cadre réglementaire. Voilà, un cadre réglementaire qui est lié à l'activité du transport. Je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a deux domaines qui posent problème, indépendamment du fait que Uber utilise des systèmes fiscaux qui lui permettent de ne pas payer de bénéfices en France. Il y a un problème de sécurité des passagers. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Uber a enregistré une défaite à Londres, pourtant un pays libéral. Sa licence a été suspendue, notamment pour des problèmes de sécurité. Et l'autre raison qui me paraît, expliquer aussi le déficit aujourd'hui, un peu plus d'image d'Uber, c'est la condition sociale des chauffeurs. Ils sont pas des salariés, ce sont des faux indépendants. Et c'est un système, si vous voulez, sous un aspect de modernité, qu'on ne peut pas nier sur l'aspect de la technologie, qui est en même temps très archaïque du point de vue social et qui fait penser à celui des canuts. À l'époque, les soyeux lyonnais étaient des marchands négociés qui avaient la maîtrise de la fabrication et qui étaient maîtres des débouchés et qui employaient des canuts qui avaient un statut de semi-entrepreneur. Mais une fois que l'ouvrage était exécuté, la convention cessait. Mais il n'y avait pas la relation avec Pardon le client. Laurent, mais dites-moi, est-ce que nos législateurs, ça n'aurait pas pu y penser un peu plus tôt? C'est pas un phénomène extrêmement nouveau. On sait que le digital est entré dans nos vies depuis maintenant une quinzaine d'années et qu'il est très présent, parfois même très prédateur, comme vous le dites, depuis 4 ou 5 ans. On réécrit le droit dans de telles conditions. Les Espagnols l'ont bien fait. Ils ont créé une situation, un contrat pour les gens qui sont indépendants mais économiquement dépendants d'un donneur d'ordre. On peut pas faire ça ? Oui, vous avez raison, mais je crois qu'à l'époque, il y a eu une vraie fascination pour ce modèle d'Uber, cette espèce de modernité qui était livrée à domicile, en quelque sorte. Oui, c'est vrai. Et je crois que les pouvoirs publics ont eu un petit temps de retard, d'autant que Uber, pour le premier pays à l'international conquis par Uber, c'est la France. Et Uber a cherché justement à s'infiltrer dans les zones grises du droit et même à contourner la loi. Souvenez-vous, l'application Uber Pop, condamnée par le tribunal correctionnel de Paris, en disant que les dirigeants avaient la volonté manifeste de contourner la loi. Donc tout ça, ça va, mais en même temps, une fois que vous êtes dans la place, et on sait que les décisions juridiques, que le droit est toujours plus lent
que la réalité économique fait que Uber a eu cette capacité de s'installer en France. Mais en effet, vous avez raison. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience à la fois par les utilisateurs d'Uber, mais également par les pouvoirs publics, et notamment c'était le cas avec Bernard Cazeneuve à l'époque, sous Hollande, qu'il va falloir en effet réguler cette activité, d'autant qu'Uber ne gagne pas d'argent. C'est une compagnie qui est massivement non rentable. Je n'aime pas beaucoup le mot réglementé, mais je préfère le mot réguler. On dit en anglais d'ailleurs deregulation, la dérégulation, c'est un peu, ou régulation, la régulation, ça veut dire que l'État n'est pas totalement absent, qu'on organise les relations entre les uns et les autres. Bon, merci beaucoup en tout cas Laurent Lannes. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain, que vous avez publié Uber, la prédation en bande organisée au tiers-livre en 2015. Est-ce qu'il faut en avoir peur alors de l'ubérisation, Denis Jacquet? J'aimerais bien, c'est la question de fond, Ouais. En fait, c'est bon. Alors c'est vrai qu'on manque un peu de recul parce que tout ça est encore court. La vraie question qu'on se pose tous, c'est de savoir quel va être le bénéfice global pour chaque nation. Bon. Pour Uber, c'est très particulier, puis on se cristallise sur Uber. Je rappelle qu'il est le leader, mais qu'il n'est pas le seul. Non, c'est ça, bien sûr. Donc en France, il y a d'autres plateformes. Il y a aussi Lyft au niveau mondial, qui sont des grosses plateformes avec des gros investisseurs, avec des grosses valorisations. Donc la grande question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ces plateformes, au final, vont créer uniquement des boîtes riches, c'est-à-dire survalorisées, comme les Uber, 70 milliards de dollars pour une boîte qui perd de l'argent. Et au final, est-ce que ça va appauvrir, est-ce que ça va enrichir les nations? Ça, c'est la première question, parce que quelques boîtes riches, très peu pour des nations qui s'appauvrissent, c'est pas très bon. La deuxième, c'est qu'est-ce que ces boîtes vont devenir une fois qu'elles auront plus besoin des chauffeurs pour les unes, des prestataires, des livreurs pour des Amazon, des FedEx, etc. demain, etc. Et la troisième chose, là où on a eu énormément tort sur Reach et sur Uber Pop, c'est qu'on n'a pas laissé la chance au produit. C'est-à-dire que ce qu'on réfléchit pas, c'est que si vraiment l'automatisation détruit 30 à 40% des emplois tels qu'on les connaît dans les 10 prochaines années, qui va créer des jobs? Et donc ça signifie qu'il faut commencer à réfléchir à une économie entre particuliers, c'est-à-dire comment vous et moi, entre nous, on va créer des activités économiques. Et que ça, c'était le moyen de l'observer, de le regarder, de corriger ce qui était mauvais et de garder ce qui était bon. Et donc on n'a pas su faire ça. Donc aujourd'hui, un peu trop tôt pour le dire. Moi j'aime bien cette idée. J'aime bien cette idée. Comment demain on créera des emplois? Denis Jacquet, président de Parrainer la croissance, et dans son bouquin Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien, c'est chez Duno. On termine avec toi, Émilie. Et oui, une majorité est d'accord avec toi, Pascal, puisque 92% pensent que la décision de la Cour de justice de l'Union européenne doit être appliquée et pensent qu'Uber doit payer des impôts et respecter les règles sociales françaises. Bien.